Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic. Après sa victoire face à Angers, l'OGC Nice s'est relancé dans la course à la Ligue des Champions. Place maintenant aux invincibles parisiens avec ce déplacement vendredi soir au Parc des Princes. Pour en parler à mes côtés cette semaine, William Imbercé. Salut Will. Salut Mika, bonjour à tous. Aurélien Mar, salut Aurélien. Salut Mika et bonjour à tous. Et Romain Laronge, salut Romain. Salut Mika. Notre invité cette semaine connaît bien Paris, connaît bien Nice, puisqu'il a joué évidemment dans ces deux clubs. Actuellement recruteur pour les Aiglons. On est ravis d'avoir avec nous Eric Cuvillier. Salut Eric. Salut Mika, bonjour à tous. Comment ça va? Très très bien. Les petites lunettes, c'est nouveau. Et oui, j'ai vieilli. Je vois plus grand chose. Comme nous tous, hélas. Allez, au sommaire de cette émission, un retour donc sur cette victoire 2-1 face à Angers. Tout n'a pas été parfait, mais Mohamed Abdelmonem s'est montré plutôt rassurant en défense. Il sera dans notre focus. Nous parlerons tactique aussi avec Aurélien avant de plonger dans l'avant-match de ce PSG Nice. Mission vraiment impossible. C'est ce que nous essaierons de décrypter. Rester sur le banc pendant 85 minutes face à Angers. Evan Guessant fera, lui, l'objet du pour-contre cette semaine avec cette question. Doit-il être replacé en numéro 9? Et puis, histoire d'être positif quand même dans le Souviens-toi, Romain reviendra sur le dernier succès des Aiglons au Parc. C'était il n'y a pas si longtemps que cela, en début de saison 2023-2024. Mais pour attaquer ce Gymto, retour donc sur cette petite mais précieuse victoire contre Angers avec des rouges et noirs, Will, qui se sont un petit peu compliqué la tâche quand même. Oui, alors qu'il y avait tout pour que ce soit une après-midi plutôt facile. Franchement, Angers, une des équipes les plus faibles vues à l'Alliance cette saison avec Saint-Etienne. Pourtant, le gym fait plutôt le plus dur en ouvrant le score. On sait toujours que c'est pas chose évidente face à un bloc bas resserré. Belle passe D de Bonani, mais encore une fois, après, derrière, ça disparaît un petit peu. Deuxième mi-temps, ça redémarre avec un deuxième but. Peut-être on se dit que ça va dérouler, comme le ketchup. Un but un peu gag. Ah, but un peu gag, mais en même temps, faut le provoquer. Et puis c'est peut-être ce petit brin de chance qu'a tourné là. But à la 94e à Strasbourg, but un peu chanceux comme ça là contre Angers qui te permet 2-0 de voir un peu plus venir, mais tu te fais encore peur, tout seul. Cette fois c'est Youssouf, c'est rare, c'est assez rare pour le souligner. Youssouf qui fait deux erreurs dans le même match. Et puis tu te trembles jusqu'à la fin, alors que vraiment tu joues contre des fantômes. Et pourtant, dernière action, coup franc, tu te dis encore un moment de se faire égaliser à la dernière seconde. Là, ça aurait été rédhibitoire pour la fin de saison, donc ça aurait été vraiment compliqué. Bon, 2-1, succès étriqué, mais tu continues d'avancer. On va regarder les stats de cette rencontre entre Nice et Angers, avec cette domination niçoise dans tous les domaines, évidemment, avec 22 tirs, dont 8 cadrés, et puis ces ballons touchés dans la surface adverse, 34 contre 10, 3 occasions, 3 tirs seulement pour les Angevins dans cette rencontre, 3 tirs cadrés. Will l'a dit, on va prendre le côté positif de ce résultat, Eric, avec effectivement le côté chance qui tourne, un petit peu peut-être. Oui, de la chance, si on peut voir les choses comme ça. Après, c'est toujours délicat de jouer contre des équipes qui viennent pour défendre, qui jouent leur maintien. Donc il faut retenir la victoire, qui nous permet de rester dans la course à l'Europe. Voilà, très important cette victoire à domicile. On restait sur une mauvaise dynamique. Là, on a un peu cassé cette série. Donc maintenant, on peut aborder le déplacement à Paris plus sereinement. Aurélien, oui, il en a parlé, mais c'est vrai que les petites erreurs de Youssouf N'Daïchimi, on le sentait pas très serein dans cette rencontre, Youssouf. Mais il a commencé par faire une petite erreur déjà à la 15e, une petite conduite de balle trop fuyante. Heureusement, c'est Abdelmonem justement qui est bien revenu défendre, mais on a senti que ça l'a un peu poursuivi dans toute la rencontre. Donc quand c'est pas Bombito, c'est lui. Heureusement, ça n'a pas trop porté préjudice, mais oui, il faut quand même retenir la solide prestation d'Abdelmonem, malgré le fait que l'attaque ait encore une fois été en berne, mais le gym a été sauvé par encore une fois autre chose que ses attaquants, donc tant mieux, au moins il n'est pas dépendant de son secteur offensif. Ouais, des attaquants qui ne marquent plus, Romain. Ça fait quelques rencontres déjà que ce sont les pistons ou les défenseurs qui marquent des buts pour le GC Nice. Là, il y a eu victoire donc avec ces buts d'Abdi et rappelle-moi le premier but qui a été marqué par les Niçois, je m'en rappelle déjà plus, tu vois.
Rosario. Rosario. La tête. Effectivement. Ouais, moi aussi, j'ai On a eu un petit bug tous ensemble. Après, La fin de Rosario. Ils ont après une gagné. belle projection Ah ouais. dans la surface, un beau centre de Bonani. Bonani. Voilà, je me rappelais de la passe, mais je me rappelais pas Voilà. du La belle tête de Rosario. Donc c'est vrai que c'est pas très inquiétant tant que les autres marquent, mais quand même on se pose un petit peu la question là. Et je me souviens, il y a quelques semaines, il y avait eu un débat sur les performances de Guessant. Je vous trouvais vachement dur avec lui, alors qu'il avait encore marqué 2 semaines avant et tout ça. Et finalement, vous aviez peut-être senti les prémices d'un attaquant qui était moins bien. Ben ouais, de toute façon, la courbe des résultats du gym a descendu en même temps que les performances des attaquants. La Borde, dans l'hiver, il marquait but sur but. Maintenant, ça fait longtemps que c'est plus le cas. Il y a vraiment besoin que, là, effectivement, c'est un milieu, un latéral qui sauve, qui rattrape les coups, mais il y a vraiment besoin que les attaquants retrouvent leur efficacité dans le sprint final. On reparlera d'Evan Guessant dans le pour-contre tout à l'heure, mais avant cela, on va écouter Jonathan Kloss, auteur donc de la passe décisive. Elle compte comme une passe décisive pour Ali Abdi sur le deuxième but, malgré cette tête qui ricoche sur le poteau et qui revient donc sur la tête du piston niçois. Jonathan Kloss sur le gym à la relance face à Angers. Il est devant la caméra de Philippe Bertini. Oui, relancer, oui, forcément, parce que au vu du résultat, forcément, ça nous relance. Après, je pense qu'on n'était pas forcément très content, en tout cas, du déroulement, en tout cas, du match en lui-même. Voilà, alors oui, on gagne, oui, je pense qu'on maîtrise le match, mais dans ce genre de match-là, voilà, on prend encore un but qui fait tâche déjà au tableau d'affichage et qui fait tâche aussi dans la prestation, parce que je pense que si on prend pas ce but-là et qu'à 2-0 à la 46e ou 47e, je pense que justement avec la confiance et le fait qu'Angers était moins bien, voilà, ça doit plus terminer à 3-4-0 qu'à 2-1 dans un peu la difficulté. Ah oui, lucide, Jonathan Kloss, et puis il a raison, cette différence de but, là on voit que c'est tellement serré, d'ailleurs on va regarder le classement, et on voit que c'est tellement serré entre Lyon, Strasbourg, Nice, t'es devant Lyon d'un but seulement, le deuxième but de Stassin qui fait beaucoup de bien aux Niçois, et cette victoire de Saint-Etienne face à Lyon. Ouais, c'est important le goal average, mais je pense que le plus important c'est de prendre les points. Donc, je veux dire, franchement, quand on gagne 2-1, c'est sûr que tu aurais préféré une victoire plus large, mais tu as pris les 3 points déjà. Et vu la séquence sur laquelle était l'équipe, tu t'en satisfais déjà pleinement. Et pour les buteurs, Rosario, mine de rien, 4 buts cette saison. C'est bien aussi. Il en marquait pas jusque-là. Et ouais, donc finalement, c'est quand même des buts qui comptent. C'est une plus-value pour l'équipe. Il y a quand même des choses positives. Et Rosario, il nous surprend cette année là-dessus. Franchement, dans le combat, il est toujours là. C'est pas toujours ça dans le jeu. Par contre, voilà, amener 4 buts au cours de la saison, c'est 4 buts qui vont compter à la fin. La première fois que j'entends dire du bien. Mais... Ouais. Tu sais, moi aussi, Rosario, c'est pas mon joueur préféré à Nice, évidemment. C'est pour ça que j'ai oublié son but. Du coup, tout à l'heure. J'ai oublié qu'il avait marqué. non, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il a fait un super match et que effectivement, ce but est libérateur pour les Aiglons. Cette course à l'Europe, toi, tu la vois comment, Eric, sur cette fin de saison, parce que ça va être chaud jusqu'à la fin. Ouais, ça va être chaud. Il y a 6-7 équipes qui peuvent prétendre à jouer la plus belle Coupe d'Europe. On en fait partie, on est là, sans afficher nos ambitions. Maintenant, je pense qu'il peut y avoir un jeu de chaises musicales jusqu'à la fin du championnat. Tout va se jouer à la dernière journée pour moi. Il y a des confrontations directes, des matchs. Nous, on a des matchs contre des équipes qui vont jouer le maintien aussi, qui ne sont pas encore sauvés, donc ça risque d'être compliqué et j'espère qu'on sera là en fin de saison. Avec ce fameux Nice-Brest, dernier match de championnat, ouais, contre Eric Roy. Un Niçois. On va lui passer des coups de fil dans la semaine. Vas-y Eric. Non, je pense que c'est interdit de faire ça. Non, mais bon, après Eric, on le connaît, c'est un compétiteur, je pense qu'il viendra ici pour gagner. Mais bon, j'espère qu'on sera prêt et je pense qu'on sera prêt pour ce dernier match. Ouais, en tous les cas, on reparlera évidemment de ce Nice-Brest au moment voulu, mais on va faire notre focus de la semaine sur Mohamed Abdelmonem. Bombito blessé, Dante aussi blessé juste avant la rencontre. On vous donnera tout à l'heure des nouvelles du capitaine de l'OGC Nice, Mohamed Abdelmonem, donc a joué cette rencontre. Will, il a été plutôt rassurant, moi je trouve, le pharaon, comme tu l'as surnommé dans Nice Matin aujourd'hui. Mais sur la dynamique de ces derniers matchs, je trouve, il est serein, il est bon dans la relance, il est bon dans le duel.
franchement, j'aime beaucoup. Alors, le coach, on a encore reparlé aujourd'hui. On l'entendra. Voilà, la barrière de la langue, ça a toujours été son gros point noir pour son adaptation. Et là, vraiment, on sent qu'il commence à avoir des automatismes, qu'il a pris ses marques. Et non, franchement, moi, il me donne plus confiance que Bombito. Oui, bon, ça aussi, c'est un peu ton refrain de l'année pour toi, concernant Abdelmonem. C'est vrai que c'est compliqué quand tu arrives d'un nouveau pays, d'un autre pays, d'un autre championnat, avec une langue que tu connais pas pour faire ton adaptation. Ça compte, ça, quand vous recrutez évidemment un joueur, j'imagine. Mais le joueur est tellement bon qu'on va évidemment au-delà. C'est clair. Après, il faut pas oublier qu'il vient d'un championnat mineur aussi. Il joue en Égypte. Donc, c'est pas évident, même s'il est international, il a participé aux Coupes d'Afrique. Donc, c'est pas évident. Je sais pas s'il était arrivé avec sa famille aussi. Ça peut jouer dans l'adaptation. Il y a la nourriture. Bien sûr que ça joue dans les performances d'un joueur. Là, il semble s'être habitué. Il fait plutôt des bons matchs. C'est tout bénef pour nous. Les stats de Mohamed Abdelmonem face au Paris Saint-Germain. Et je vais te faire réagir, Will, sur un truc que tu as dit. Pas sur Angers, pardon, Paris Saint-Germain, ça sera la semaine prochaine. Regarde, 5 duels gagnés seulement sur 15 sur cette rencontre face à Angers. Toi, tu disais qu'il était bon dans le duel, là. Le problème, c'est les chiffres. Moi, j'ai vu d'autres chiffres et les chiffres qui sont communiqués surtout par le club le placent. Sur la saison, ça c'est face à Angers. Hein, ouais, mais je suis pas sûr. Hein. Franchement, j'ai vu d'autres stats. Tu remets en doute les chiffres de l'équipe qui prépare l'émission, c'est ça? Ben non, pas de l'équipe qui prépare l'émission, mais du support sur lequel ils ont été chercher les stats. Parce que d'un logiciel, d'une application, non, d'une application à une autre, tu vois autre chose. Et moi, j'avais vu qu'il avait gagné quasiment tous ses duels contre Angers. Ouais. Et c'était pas compliqué parce que franchement, s'il gagnait pas ses duels contre Angers, faut pas délirer. Et je me souviens de un où il a tergiversé un peu sur un ballon aérien, mais sur le reste, franchement, je le vois pas autant pris à défaut. Donc je suis un peu surpris. Et je voulais juste rajouter quand même que oui, il jouait dans un championnat mineur, mais il a quand même gagné 2 fois la Ligue des Champions africaine. Donc c'est un joueur quand même qui a joué des rencontres importantes. Mais ça serait quoi la Ligue des Champions africaine? Ça serait quel niveau aujourd'hui? À quoi pourrait-on le comparer? J'en sais rien, je vais pas me permettre de dire ça. Non, mais par rapport à l'Europa League, par rapport à l'Europa League Conférence, ce niveau-là, peut-être? Je sais pas. Mais par rapport en tout cas du championnat du niveau du football africain, c'est le plus haut niveau du football africain. Ça doit rejoindre le niveau national, international africain. Ouais. On verra cet été au Mondial des clubs. Ouais, alors on en reparlera, ça sera l'objet de notre indiscret tout à l'heure avec Will, évidemment. Aurélien, voilà, il y avait des petites erreurs, comme tu as dit tout à l'heure, de Bombito, celle de Youssouf pendant le match, Dante qui était peut-être un petit peu moins bien aussi ces derniers temps et qui a cette blessure au genou. Est-ce qu'aujourd'hui, Mohamed Abdelmonem, c'est pour toi le défenseur le plus fiable de ces 4 centraux niçois? Complètement, pour moi, dans la dynamique, c'est le meilleur actuellement. C'est vrai qu'il a eu du mal à démarrer, mais bon, évidemment, comme on l'a dit, il vient d'un championnat exotique. C'est pas simple, mais si on veut aligner des défenseurs sereins et en confiance pour affronter Paris, quand même, ce qui se fait de mieux en France, on peut compter sur Abdelmonem, parce que dans la dynamique, il est présent et il rassure tout le monde. Il a même fait un meilleur match que Youssouf. Mais c'est Youssouf le taulier quand même. Ouais. Mais ça reste, Youssouf reste le taulier, bien sûr. Et Dante, quand il est là. Oui, mais cette saison, je trouve que vraiment Youssouf, moi, je sais pas, au-dessus. Parce que dans l'impact... Enfin, pas le Youssouf d'Angers, quoi. Non, mais le Youssouf d'Angers, il y a aussi des circonstances que tu peux comprendre. Sans être insultant, Angers c'était vraiment mauvais, c'était vraiment faible. La concentration. Tu relâches un peu, tu vois. Le premier ballon à 15e minute, justement, il fait ce contrôle un peu fuyant. C'est typiquement avant de contrôler, tu es déjà en train de penser à la passe que tu vas faire. Donc tu te relâches un peu, tu penses déjà à l'après. Je suis d'accord avec toi, tu as le droit de le faire une fois, mais pas 2, par contre. Ouais, mais c'est Angers en face. Et alors, pour parler de l'erreur, alors oui, il fait l'erreur de passe, il doit l'appuyer, il doit mieux prendre l'info du joueur qui arrive derrière lui. Par contre, Boulka doit pas lui donner. Bard doit anticiper que Youssouf, vu l'orientation de son corps, doit venir vers lui. Donc il y a une succession aussi d'erreurs, c'est pas que Youssouf. Mais Youssouf, sur ce match-là, peut-être un peu plus en dilettante, contre le PSG vendredi soir, ce ne sera pas ce Youssouf-là. Bon, on verra ça évidemment ce match-là. Francaise, qu'il pense justement de la période de Mohamed Abdelmonem? On écoute le coach niçois. Ses dernières performances sont très bonnes, donc il montre... moi, j'avais pas trop d'inquiétude. Simplement l'intégration, l'adaptation, mais parfois un peu plus de temps. Puis il y a aussi une défense qui avait aussi certains repères. Mais en tout cas,
Il est bon, qu'on peut sortir des datas aussi. Enfin, s'il y avait besoin de le confirmer, le confirme. Donc il est dans une très bonne phase, mais qui est logique au vu du temps d'adaptation que nécessite un changement de vie, un changement de langue, enfin, voilà, toutes les choses qui sont inhérentes à ce nouveau challenge pour lui. Voilà, donc Francaise sur Mohamed Abdelmonem. Avec les nouveaux moyens de l'OGC Nice, c'est vrai qu'est-ce que le club va être obligé d'aller chercher comme ça des joueurs peu connus dans le championnat européen ou dans des clubs un peu plus exotiques, comme tu le disais tout à l'heure? Vous vous interdisez rien par rapport à ça? Non, on a une cellule assez fournie, on travaille sur tous les championnats. Il peut y avoir des révélations. Donc on le prouve avec Abdelmonem, avec Bombito, qui vient des États-Unis, qui fait que sa 2e saison professionnelle. Donc voilà, donc non, on a un œil partout. Après, c'est un ressenti, on travaille en équipe. Voilà, donc on s'interdit rien. Ouais, Abdelmonem, il y en aura peut-être d'autres à l'avenir à l'OGC Nice, d'autres pays. Pourquoi pas? On reste sur Mohamed Abdelmonem, mais il est dans notre indiscret. Et oui, parce qu'on a lu ici ou là, Will, que son ancien club, à la Ligue, voudrait peut-être se le faire prêter pour la Coupe du Monde des clubs cet été aux États-Unis. Mais il y a quelques temps qu'on avait vu fuiter cette information côté égyptien, en fait. Et c'est pour ça que dans ce papier, j'ai essayé d'avoir un journaliste, un confrère égyptien, qui m'a encore fait part de cet écho-là. Et en fait, en vérifiant, il n'y a eu aucun contact entre Al Ahly et l'OGC Nice. Al Ahly, en tout cas, n'a pas formulé de demande en ce sens de prêt pour Abdelmonem et la Coupe du Monde des clubs, donc qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet, si je dis pas de bêtises, de tête là. Et donc il n'y a pas eu de demande. Et si jamais demande il y avait, l'OGC Nice n'est pas vraiment enclin à laisser son joueur à disposition, tout simplement pour qu'il puisse souffler pour une première saison en Europe. L'adaptation, ce que ça l'a engagé en énergie mentale, physique, lui éviter d'avoir une vraie coupure cet été, ça serait pas une bonne idée. Donc il n'y a pas de contact, et s'il y en avait, l'OGC Nice serait sûrement opposé. Ouais, et puis sur le plan éthique, c'est pas terrible ça, Romain, de laisser partir comme ça un joueur pour un mois pour qu'il fasse une Coupe du Monde des clubs et qu'il revienne après dans son club. On critique John Textor qui fait ça avec ses joueurs entre Botafogo, Lyon, tout ça. Bon là, ça dépend ce que tu veux. Si c'est pour le vendre, ça peut t'offrir une belle exposition aussi. Mais là, tu veux pas le vendre. Mais là, en l'occurrence, je pense pas que ce soit la priorité du gym. Donc, comme disait la première saison ici, je vois vraiment pas l'intérêt de l'OGC Nice d'accepter un prêt comme ça. Et puis quand on fustige en plus les cadences infernales des joueurs, si tu commences à le faire partir hors des moments, et même pas pour ton club, pas pour ton pays, c'est compliqué, Aurélien. Puis Al Ahly aurait dû y penser avant. Dans ce cas-là, pourquoi le transférer à Nice pour essayer de le rapatrier pour un mois? C'est un peu culotté même. Ouais. Je pense de leur part. Les informations que l'on peut vous donner donc à propos de Mohamed Abdelmonem. A priori, donc, le club ne serait pas favorable à ce prêt d'un mois pour la Coupe du Monde des clubs, selon les informations de Will. Et même pas sûr que ce soit possible. Oui, de se faire prêter un joueur un mois pour une compétition, même pas sûr que ce soit faisable. Ouais, au point de vue des règles de la FIFA. Évidemment, mais bon, avec la FIFA aujourd'hui... tu l'as dit, à l'abri de rien. Textor, il a montré que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux acheter un joueur qui vaut 20 fois plus que le budget du club qu'il achète. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est le foot business, c'est comme ça. On va revenir au terrain, on va revenir au jeu, Aurélien. Là, un peu plus terre à terre, avec la tactique d'Aurélien, l'instant tactique. On va parler projection tactique du gendarme. Offensive, c'est un peu ça. Tu sais que tes références sont un petit peu vieillottes, mon cher. Mais on est vieux, qu'est-ce que tu veux faire? Donc tu vas nous parler, Aurélien, cette semaine de projection offensive par rapport à ce match face à Angers. C'est ça, exactement. Un match marqué par le bon duo Rosario-Boudaoui qui s'est, comme on va le voir, bien projeté. Et donc pour illustrer nos propos, on a pris deux situations. Donc la première, c'est sur celle du but, de l'ouverture du score de Rosario. Justement, c'est Boudaoui qui a le ballon sur cette action-là. On voit que la zone de Rosario, normalement, devrait se situer dans le rond central avec Boudaoui, Buonanni, juste ici. Donc la ligne de 4 normalement devrait se situer là. Rosario fait un appel dans le dos
des milieux angevins pour venir se placer juste derrière dans la zone au niveau axial. Et Klaus va faire exactement le même appel axial. Donc les Niçois sont 4 dans l'axe pour monopoliser le secteur défensif angevin, ce qui fait que Boudaoui, grâce à la projection de Rosario, en particulier celle de Klaus aussi, est tout seul et peut adresser une bonne passe, renverser le jeu sur Buonanni. Et puis derrière, Buonanni va avoir tout le luxe et l'opportunité de centrer. Il n'est pas du tout attaqué. Rosario est resté aux avant-postes. Et Youssouf dans le coin aussi. Youssouf dans le coin, alors ça c'est plus étonnant, mais pareil, il a fait son appel côté gauche. 5 Niçois pour 5 Angevins dans la surface, donc grosse projection offensive. 1 contre 1. 1 contre 1. Et puis avec la qualité de centre de Buonanni, ça finit sur la tête de Rosario. Projection gagnante donc pour les Niçois. Et ouverture du score, et il fallait bien ça finalement pour déstabiliser un bloc angevin, parce que ça jouait sur un rythme de sénateur, c'était un petit peu mou, donc il fallait créer du déséquilibre, et c'est ce que Rosario a très bien fait. Et enfin, deuxième situation, cette fois-ci ça va pas donner de but, mais c'est Boudaoui, du coup l'autre compère du milieu, qui va se projeter aussi. Abdi est tout seul, il cherche une solution, et au lieu de rester en retrait, Boudaoui va tout simplement faire un appel assez court, quand même 5 mètres, mais ça suffit pour venir se placer dans la zone dépourvue de joueurs angevins. Il est servi par Abdi, et puis ensuite c'est la technique qui fait la différence. Voilà, un appel très court, en 5 mètres il a pu déstabiliser toute la défense angevine. Il va pouvoir enchaîner, se mettre sur son pied droit. Bon, la frappe elle sera un petit peu trop écrasée parce que ça revient bien sur lui. Il aurait même pu servir Buonanni juste là. Mais encore une fois, une projection d'un milieu dans la surface qui apporte du danger. Et c'est exactement ce qui a permis à Nice de trouver un peu des solutions contre Angers. Merci Aurélien, c'est ce qu'on appelle, Eric, le dépassement de fonction. Exactement. Ouais. Exactement. Tout à l'heure on parlait des joueurs offensifs. Mais bon, voilà, c'est un peu la philosophie du coach aussi. On attaque à 11, on défend à 11. Voilà, il y a beaucoup de projections. Alors les attaquants, voilà, peut-être qu'ils marquent pas, mais ça libère des espaces pour les autres. Ça permet à nos milieux de se projeter, d'aller. Voilà, on parlait tout à l'heure Pablo 4 buts, Klaus 3 buts, Abdi pareil 2-3 buts. 3 buts aussi. Donc c'est important pour nous aussi. Après, il faut faire des efforts défensifs par contre. Ouais, parce que si ça marche pas, il faut revenir là. Exactement, mais je pense qu'ils sont préparés pour ça et le coach les drive bien pour effectuer ces replis. Will, par rapport à ces moments de jeu que l'on voit cette saison du côté de l'OGC Nice, on voit vraiment que voilà, il y a une envie d'aller vers l'avant du côté de cette équipe niçoise. Surtout 2 extraits, on a vu un joueur ultra important. Boudaoui. Voilà. Toujours le même. Toujours le même. Hein. À l'origine, on à le la répète pas. conclusion. Je pense que je vais passer toutes les semaines, je vais avoir un mot pour Boudaoui. Parce qu'on ne se remarque pas assez son importance et on parle beaucoup de ses courses, à juste titre, hein, volume de courses incroyable. Mais on voit aussi son intelligence de jeu, sa qualité de projection. Alors il lui manque toujours ce petit dernier geste, que ce soit à la frappe ou même là, on le voit, c'est vrai que s'il donne le ballon à Buonanni, il a tout bien fait. Bon. Ça va vite. Hein. Ouais, ça va très vite. Ça va très vite. Puis surtout quand tu te retrouves plus près du but comme ça, t'as qu'une envie, c'est tenter ta chance. C'est clair. Mais joueur formidable, quoi. Voilà, sans Hicham, je sais pas où on serait. Déjà... D'ailleurs, il rend meilleur les milieux de terrain à côté de lui, hein, ce que disait aussi Francaise. Hein. Et en début de saison, on avait quand même ce paire Boudaoui Ndombele, c'était quand même assez fantastique. Bon, il en reste qu'un sur 2, mais pas le plus mauvais non plus. Donc, non, très important, Hicham Boudaoui dans le jeu de l'OGC Nice, on le voit encore. Ouais, voilà, saluer la bonne saison d'Hicham Boudaoui du côté de l'OGC Nice. On va se pencher à présent, évidemment, sur cette rencontre face au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain-Nice, vendredi soir, donc du côté du Parc des Princes. Messieurs, c'est mission impossible ou pas, Eric, d'aller gagner au Parc pour toi? Non, je pense pas. Non, ils ont un match... ils ont joué mardi, là, contre Nantes. Ils font match nul. Après, oui, c'est sûr que ça reste une des meilleures équipes d'Europe, mais pourquoi pas aller gagner au Parc? Non, je pense qu'il faut jouer le match. La principale erreur serait de ne pas jouer ce match, justement. Bon, on va aller là-bas pour faire un résultat, et je pense que c'est possible. C'est le bon moment, on a posé la question à Francaise, on écoutera, mais Romain, c'est le bon moment pour aller affronter cette équipe du PSG? Clairement, les joueurs, forcément, ils ont en tête Arsenal, c'est mardi. Je pense que personne n'a envie de louper ce match. Est-ce qu'ils vont jouer à fond le match contre le gym, le risque de blessure? Non, pour moi, c'est le meilleur moment pour affronter le PSG, clairement. Oui, il faudra mettre de l'intensité aussi, peut-être, dans cette rencontre. Il faut mettre le pied aussi. Hein.
Ouais. Ouais, Ils vont avoir c'est- peur, les Parisiens, un peu, non? Ben, peur, je n'avais pas dit le Oui. mot peur, mais Ouais. ils vont réfléchir. Voilà. Et quand tu réfléchis sur un terrain, c'est jamais trop bon. Hein. Tu vois, tu perds déjà une petite fraction de seconde. Je pense que si dans l'impact, au premier tampon, tu mets un peu le pied, au deuxième, il va un peu se retenir, le Parisien. Parce que évidemment que quand il y a une demi-finale de Ligue des Champions à jouer dans 4 jours, t'y penses inconsciemment. C'est impossible autrement. Et on l'a vu, Arsenal aussi, hein, hier, fait match nul contre Crystal Palace, se fait égaliser à la 86e, ne pousse pas pour mettre un 3e but. Voilà, il y a de la gestion parce que, évidemment, en plus, ils sont déjà champions. Évidemment que Arsenal sera dans leur tête, même si je ferais préférer qu'ils gagnent contre Nantes. Et pas cette petite piqûre de rappel, tu vois, match nul contre Nantes. Bon, ben derrière, forcément, ils seront un peu plus focus, mais il y a de quoi ramener un point. Mais il faut faire son match. Aurélien, sur ce match face au Paris Saint-Germain, comment l'OGC Nice doit l'aborder, d'après toi, en y allant sans pression? Bah déjà avec confiance parce que l'histoire récente montre que Nice a jamais eu vraiment de difficultés contre Paris. Il y a eu la victoire 3-2 du coup en 2023. Puis même les dernières confrontations, ça compte dans l'inconscient aussi des joueurs. Savoir que Nice a jamais vraiment pris de gros cartons sur les 10 dernières années, enfin depuis que QSI est à Paris, ça compte. Donc les Niçois, ils vont devoir rentrer avec confiance. C'est un match au parc, et puis c'est le meilleur moment pour les jouer. Donc s'ils mettent de l'impact et de l'engagement, il y a même moyen de ramener quelque chose. Et pourquoi pas, ça serait beau quand même de devenir l'équipe qui fait plier la série d'invincibilité de Paris. Ça peut être un levier, ça, justement, Eric, de se dire on peut être les premiers à faire tomber Paris, à jamais les premiers? Oui, c'est sûr. Non. Il y aura une motivation, il y a cette motivation de notre côté. Je pense qu'ils sont motivés aussi pour rester invaincus. Je crois qu'ils sont à 2 matchs du record de Nantes, Ouais. 94-95. Ouais. Donc c'est cette motivation. Après, tout dépendra de l'équipe qui va aligner. Mais bon, on le sait très bien avec Paris, il y a 2 équipes qui pourraient jouer les 2 premières places du championnat. Donc forcément, ça sera compliqué. Voilà, engagement, impact, je suis d'accord. Mais surtout avec intelligence, ne pas se livrer naïvement. Voilà, et après, il faudra faire preuve de réalisme aussi. Donc la clé sera là. Si tu étais Luis Enrique, tu mettrais ton équipe type là pour lui donner du rythme avant le match de mardi, ou tu gérerais encore un petit peu les temps de jeu comme il a fait contre Nantes, au risque justement de ne pas être à 100%? Bon, déjà, je suis pas Luis Enrique, parce que j'ai beaucoup de respect pour cet homme par rapport à ce qu'il fait, à sa carrière d'entraîneur. Non, là, ils ont joué mardi. Je pense qu'il va faire tourner son effectif. Mais bon, faire tourner à Paris, on va enlever Nuno Mendes, on va mettre Hernandez, qui est international français. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura des joueurs de qualité sur le terrain. Donc, pour lui, ça ne sera pas un problème. Il y a forcément aussi des joueurs qui vont vouloir se montrer. Parce qu'on ne sait jamais, il y a un match 5 jours après, ça peut donner des idées au coach, faire basculer la hiérarchie. Donc non, quoi qu'il arrive, ça sera un match difficile, mais un bon match à jouer. Bon, on va écouter Franquet, justement. Est-ce que c'est le bon moment pour prendre le Paris Saint-Germain? Toutes les équipes peut-être se sont posé la question cette saison. C'est le cas de Nice. Maintenant, écoutez la réponse du coach niçois. Non, je suis pas sûr. De toute façon, c'est le bon moment pour personne depuis le début de saison. Quand on regarde. Moi, j'ai regardé les confrontations contre les 10 premiers. Je suppose que vous avez fait pareil. Enfin, vous avez regardé, quoi. Les 10 premiers, il y a eu 16 matchs. Puis il y a nous encore à jouer, Strasbourg. Mais c'est 15 victoires et un nul contre nous au match aller. Et quand vous regardez les scores contre les 10 premiers, sur les 2 matchs à chaque fois, à part Lens qui n'a pris que 3 buts en 2 confrontations, c'est entre 6 et 8. Donc c'est juste montrer le niveau de Paris depuis cette saison, enfin depuis un moment, mais encore plus depuis cette saison. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a un bon moment pour affronter Paris. En tout cas, personne n'a prouvé que c'était un bon moment jusqu'alors. Qu'est-ce que tu les vois? Voilà, donc Francaise qui pense qu'il n'y a pas de bon moment, évidemment, pour affronter le Paris Saint-Germain. C'est très terre à terre, mais c'est très logique ce qu'il dit au final. Ben oui, et puis voilà, il pose le cadre, le contexte. Il n'y a jamais de bon moment avec cette équipe invaincue. Ils mettent des roustes à tout le monde dans les 10 premiers. Donc en gros, vous lisez entre les lignes, si on prend un point ou si on les fait tomber, on aura réalisé le miracle que personne n'attend, et puis voilà. Mais t'as pas besoin d'en rajouter. Si tu perds, tout le monde sait que c'est la logique qui sera respectée. Regardez les stats impressionnantes du Paris Saint-Germain cette saison. C'est toute compétition confondue.
étendue, hein, pas seulement en Ligue 1, avec 50 matchs disputés, 38 victoires, 7 nuls et donc 5 défaites. Mais c'était ça en Ligue des Champions et en Coupe de... non, même pas en Coupe de France, qu'en Ligue des Champions. Ligue des Champions. Évidemment, pour le Paris Saint-Germain, 122 buts marqués, 42 encaissés, 80 différences de buts sur l'ensemble, hein, sur la totalité des compétitions, Coupe de France compris, et 0 carton rouge, quand même, à souligner pour le Paris Saint-Germain. Très discipliné. C'est Lucien Riquet, ça. Ouais. Il veut pas de duel, c'est que de l'anticipation, du pressing, mais très peu de duels. Là-dedans, les deux, là, Joao Neves, Vitinha, ils sont impressionnants dans la récupération, la capacité à, sans faire de faute, et juste par le placement et l'intelligence, le nombre de récupérations qu'ils font tous les deux, c'est assez impressionnant. Mais c'est intéressant ce que dit Romain. Luis Enrique, il refuse les duels, peut-être dans son jeu. Enfin, voilà, il préfère le jeu aller au duel. Après, donc, est-ce qu'il faut lui imposer des duels dans ce match-là? Oui, il va falloir imposer un défi physique, mais après ils ont tellement la possession, donc forcément il y a forcément moins de duels à disputer. Après, quand on voit un défenseur comme Pacho, je suis pas sûr que lui il va pas aller au duel, quoi, parce que ça reste assez solide. Les Marquinhos, ça gagne des duels. C'est Hernandez, ça gagne des duels. Donc non, forcément il y a un équilibre à trouver, mais c'est une équipe complète pour moi. Est-ce que c'est la meilleure équipe au niveau du jeu du Paris Saint-Germain de l'RQSI pour toi? Je te parle pas de l'équipe où tu as joué, hein, parce que là c'était autre chose. Hein. C'était il y a très longtemps. Après, il y a le début de l'RQSI aussi, c'était pas mal. Avec Verratti, Zlatan, Mota, c'était pas mal. Thiago Silva. Thiago Silva, tout ça, c'était pas mal. Après, là, sur les résultats, oui, forcément, c'est une des plus belles équipes qui les aligne. Là. Parce que plus fort qu'avec Mbappé, pour toi, cette équipe-là. Oui, complètement, parce que Mbappé, en fait, occultait un peu tout le collectif. Donc, je les trouve meilleurs depuis qu'il n'y a plus Neymar, Messi, Mbappé même. Et effectivement, collectivement, c'est la meilleure version de Paris sous le Qatar, parce que 80% de possession... en fait, les équipes adverses peuvent pas exister. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un peu comme le Barça de Guardiola ou de Luis Enrique, justement. Il refait ce qu'il a fait au Barça. Pour moi, la meilleure équipe de l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est celle des Weah, Ginola, Ricardo, Valdo. Ouais, mais t'es un romantique, là. Ouais, bah oui. Ouais. Et ça, c'était beau. Hein, ouais, c'était beau. Hein, ah oui, casque d'or. Comme Boiré. Camboiré. Mais ça n'avait pas 23 points d'avance sur le deuxième. Ah non, ils ont qu'un titre de champion. À ce moment-là. Non, mais c'est vrai que c'est l'équipe la plus complète. J'arrive pas à lui trouver vraiment des défauts. Même intrinsèquement à chaque poste, je trouve que c'est très fort, latéral gauche, droit, au milieu, devant. Pour toi, admettons, on mélange un peu les équipes, quel joueur, est-ce qu'il y aurait un joueur qui pourrait jouer dans ce 11 parisien du côté de l'OGC Nice qui est sous contrat actuellement? Un Niçois titulaire qui pourrait être titulaire à Paris. Un joueur de Ligue 1, t'en trouves pas? Non. Impossible. Non, même, voilà, pour moi, le plus performant, Guessant ou Youssouf. Mais Guessant, où tu veux qu'il joue avec Barcola, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé. Et derrière, c'est pareil. Pacho, c'est impressionnant. Marquinhos, c'est très costaud. Hakimi par rapport à Klose. Mais il n'y a pas photo. Nuno Mendes à gauche, indétrônable aussi, même s'il a des petites absences de temps en temps, mais des qualités de contre-attaquant lui aussi phénoménales. Les milieux, là, je les appelle les deux nains parce que je suis un petit moi aussi, mais moi j'adore les regarder jouer en fait. Je les trouve trop forts dans la récupération alors qu'ils mesurent 1m20 tous les deux là. Et sans tacler, juste par le placement, et puis dès que ça prend le ballon, ça joue devant. Non, c'est franchement, Kvaratskhelia, ça a été encore un bonus en plus. Sur coup de pied arrêté, peut-être qu'il y a un problème de taille dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Eric, il le disait un peu, Will, c'est pas une équipe avec des joueurs gros gabarit, quoi. On parle de taille, mais bon, Joao Neves, si on regarde les stats, au niveau du jeu aérien, je pense que c'est pas mal. Marquinhos, c'est pas mal. Nous, on l'avait observé chez les jeunes, Joao Neves. On voyait que ça gagnait des duels aériens, tout ça, c'est un super joueur. Non, mis à part Vitinha, peut-être, qui n'est pas ce joueur de duel, mais bon, qui est à la baguette, qui organise tout. Non, c'est une équipe complète. Et je ne leur vois pas de gros points faibles. Et puis, il faut souligner que voilà, ils arrivent dans le Money Time. Et bon, ils sont préparés toute l'année pour la Ligue des Champions. Là, physiquement, ils sont au top. C'est vraiment préparé pour cet objectif. Et ils arrivent au mois d'avril, mois de mars. Quand on distribue les titres, ils sont en pleine bourre, quoi. On a dit, tu as évidemment porté les couleurs du Paris Saint-Germain. Tu aurais rêvé de jouer dans cette équipe-là aujourd'hui? Oui, j'avais pas le niveau, bien sûr. Après, c'est toujours valorisant de jouer avec de tels joueurs. Mais bon, c'est vraiment un autre niveau. Ça fait partie des meilleures équipes européennes, une des meilleures équipes que Paris n'ait jamais eues. Donc je pense qu'on va s'en souvenir. Tu les vois gagner la Champions cette année ou ça va être un gros défi là, face à Arsenal? Je vois un gros défi contre Arsenal, qui est une très bonne équipe aussi. En poule, ils avaient été défaits assez largement.
Donc il y aura cet esprit de revanche, mais bon, c'est un beau match à suivre. Mais je ne les vois pas l'emporter haut la main s'ils doivent passer. Non, ça c'est sûr, ça c'est certain. C'est deux équipes qui se ressemblent un petit peu dans les qualités de rapidité, projection, solidité aussi quand même. Avec Mikel Arteta qui a porté les couleurs effectivement aussi du Paris Saint-Germain en tant que jeune joueur. Et il y aura un acteur majeur aussi demain à prendre en compte, c'est Monsieur Willy Delageau. Ah ben j'allais te lancer là-dessus évidemment parce que génie du derby Lyon-Saint-Etienne. Alors rappelons rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi, Willy Delageau c'était l'arbitre VAR de Lyon-Saint-Etienne, c'est lui qui a demandé à Monsieur Le Texier de revenir sur son carton rouge pour Lucas Stassin. Derrière, eh bien Monsieur Le Texier a annulé son carton jaune pour donner un carton jaune aux Stéphanois. Alors tant mieux pour l'OGC Nice, hein. On va pas faire la fine bouche. Hein. La victoire de Saint-Etienne, elle arrange l'OGC Nice. Donc cette erreur-là, elle arrange les Aiglons. Je le disais déjà à l'époque où c'était Nice qui avait été lésé à Lyon. En fait, faut arrêter d'être content quand les autres se font avoir. Parce qu'un jour ou l'autre, dans le sprint final, un jour ou l'autre, ça te revient à toi aussi dans la gueule. Moi, tu l'as eu. Non, mais tu l'as eu à Lyon. Donné, en fait, tu l'as eu à Lyon. Il y a un peu plus de solidarité entre tous les clubs en disant maintenant on est tous d'accord pour dire qu'il y en a marre de ce sketch. Il y en a marre en fait. Franchement, j'ai beau être supporter niçois, je vois ça, je mets à la place des Lyonnais, mais c'est minable. Tolisso, il part à l'hôpital, l'autre il est parti sur Civière. Bon, et juste, ce qui est le plus minable, c'est donc, tu as la direction de l'arbitrage, encore une fois, qui dit ah non, mais il y a eu une erreur, le VAR n'aurait jamais dû appeler. Ça crée encore plus Monsieur de frustration. Texier. Mais par contre, donc, Monsieur Delageau a tort, mais Monsieur Delageau va quand même arbitrer ce week-end. Donc les joueurs... contrairement à Monsieur Le Texier, l'arbitre central, qui lui sera au repos. Voilà. Donc les joueurs font des bêtises, ils prennent des rouges, ils sont suspendus le suivant. Les dirigeants, quand ils ouvrent un peu trop leur bouche et qu'ils disent des bêtises, ils sont suspendus. Les arbitres, ils font n'importe quoi. On leur dit, vous avez fait n'importe quoi, mais vous arbitrez quand même ce week-end. C'est génial. Et un beau match. Voilà. Non, mais c'est génial. Oui, c'est génial. Alors bon match avec Monsieur Willy Delageau. On va pas faire tu vois, on va pas anticiper déjà. Il a été très mauvais la semaine dernière. Je me demande comment il va être très bon demain. Voilà. C'est tout. La VAR, l'arbitrage vidéo. De Molière. C'est quelque chose J'ai pas trop envie de me prononcer là-dessus. C'est compliqué. Ouais. Oui, là, il y a une erreur flagrante, forcément. Après, à vitesse réelle, moi aussi, je regardais devant ma télé, j'avais l'impression qu'il appuyait pas, que c'était plus de la maladresse, un geste défensif d'un attaquant. Après, oui, il mérite l'expulsion. On dit souvent que sur une saison, ça s'équilibre. Je demande à voir aussi pour toutes les équipes. Donc, mais ça devait aider les arbitres. Et au final, on se rend compte que ça les dessert parfois. C'est un ressenti de chaque arbitre. C'est comme chaque coach, chaque recruteur a un ressenti pour tel joueur, telle tactique. Il y a un ressenti à la VAR. Bon, là, il a fait une erreur. Après, voilà, bon. J'espère qu'il sera bon demain soir et voilà. C'est ce qu'on lui demande. Ça ne le perturbera pas. Je trouve que ça fait plusieurs situations où c'est le VAR qui crée la frustration parce que je me revois le penalty aussi de Arsenal Madrid. Penalty sur Mbappé de Declan Rice. Il le siffle. Qui c'est qui a trouvé ça scandaleux quand il le siffle? Alors après, tu regardes les images. Alors il a les bras sous le coude, mais il bouge pas. Il fait pas d'action. C'est Mbappé qui se laisse tomber. Tu regardes 15 fois. Ça dure 4 minutes 40. Finalement, il n'y a pas penalty. Mais ça a amené quoi? Il avait sifflé penalty, personne ne criait au scandale. Là, le Texier, il avait pris le bon choix. Rouge, non. Tu lui fais examiner les images pour lui... C'est n'importe quoi. En fait, avant, au moins, quand l'arbitre se trompait, tu te disais, ouais, mais il est humain. Il a vu sur le champ, il s'est trompé. Mais là, avec la vidéo, t'arrives plus à dire c'est humain. Tu penses, il fait exprès. Et puis surtout, ce que tu dis, que l'arbitrage après revisionne les images et dit bah oui, il s'est trompé, il s'est pas trompé. Voilà. Romain, ça crée de la frustration, c'est encore en fait, plus derrière. Tu dis putain, c'est pas possible, on s'est fait avoir vraiment quoi. Ouais, je pense que la VAR aide l'arbitrage et réduit le nombre d'erreurs. Si on prend toutes les erreurs qui étaient faites avant, sauf que maintenant, comme tout le monde a accès aux images, que tu as justement ces quelques minutes où tu peux te positionner, ça génère une frustration. Tu comprends pas qu'il puisse encore y avoir des erreurs. Et bon, là, le Castassin, c'est le pompon, parce que là, c'est la VAR qui déjuge l'arbitre qui a pris la bonne décision. Mais heureusement, c'est assez rare encore ce genre de situation. Mais après, si on prend un peu plus de hauteur, de recul, je pense quand même la VAR réduit considérablement le nombre d'erreurs d'arbitrage. Moi, je suis pas convaincu. Moi, il faudrait la supprimer pour moi, cet arbitrage vidéo. Aussi. Ça sert absolument à rien, à créer encore plus grosses polémiques. Par contre, oui, inutiles. Ça crée des polémiques parce que tu comprends plus. Les polémiques, elles existaient déjà. Tu comprends pas qu'une erreur d'arbitrage puisse exister. Mais tu te dis surtout, le Castassin, je me demande combien ils sont en France à avoir, comme de Willy Delageau, estimé que ça méritait jaune. Combien en France on pensait ça? Il doit être le seul. Il a réussi à convaincre le Texier de le faire aussi, mais c'est fantastique, c'est génial. Mais il n'y a aucune cohérence, c'est-à-dire qu'en plus, là, dans ce cas-là,
pour reprendre le derby, les discussions entre la VAR et le Texier fuitent. Et donc, tout le monde a accès. Alors, elles sont futées par la Ligue. Hein. Oui, c'est la Ligue oui, qui les sort. bien sûr. voilà, donc, de plein gré. Ouais. Et, c'est encore plus ridicule. Oui, c'est ça. Comme pour le pénalty de Shepi, communication de Shepi sur Guessant. Là, et le souci, c'est qu'on te dit non, mais le VAR n'intervient que si erreur manifeste de l'arbitre. Mais là, c'était pas le cas. C'est où l'erreur manifeste là? Donc on prend un peu les gens pour des jambons. Voilà. C'est ça que tu veux dire? Pas exactement. Mais j'ai compris, c'est pour ça que c'est pareil. j'ai dit ça. Bon, en tous les cas, on va regarder avant cela quand même les rencontres des concurrents directs de l'OGC Nice lors de cette journée de Ligue 1 avec un Strasbourg donc qui recevra Saint-Etienne. Strasbourg qui a fait un bon match nul face à Monaco la semaine dernière. Monaco qui se déplace chez Didier Digard au Havre. Lyon reçoit Rennes. Lille va à Angers et Marseille-Brest. Là, tu peux te rendre compte quand même qu'ils peuvent tous gagner. Tous les concurrents directs, ils peuvent gagner. De l'OGC Nice. Remets le tableau, Philippe, mais tu vas voir. Ils peuvent aussi tous perdre, sauf Lille. Voilà. Alors pour moi, il n'y a que Lille que je sens l'abri. Là, si tout le monde gagne, là et toi, Monaco, au Parc des Princes, c'est pas évident. Monaco, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas gagné un match à l'extérieur? Oui, non, mais je sais bien. Mais là, ils sont quand même sur une dynamique assez bonne parce que même s'ils perdent pas, s'ils gagnent pas face à Strasbourg, Strasbourg a bien joué. Et Marseille, quand tu vois la victoire contre Montpellier, pas rassurant. Hein. Marseille qui est à Rome en ce moment. Ouais, ils sont allés au chevet du pape. Oui, c'est trop tard. Ouais. C'est peut-être eux qui ont porté mal. C'était prévu, évidemment, bien avant. Il les a vus arriver, il est parti. Et l'Olympique de Marseille, donc, qui est en retraite, retiro, comme on dit en italien. Retiro. Mise au vert. Mise au vert. T'aurais aimé ça, une mise au vert d'un mois, toi, Eric? Et je pense qu'il n'aura pas laissé le choix. Après, c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant, mais bon, si à la fin ils ont la Ligue des Champions, on dirait que c'est grâce à la mise au vert. Quoi. Ouais. Donc bon, après, s'ils perdent ce week-end, je ne les vois pas poursuivre leur mise au vert. Ouais. Je pense qu'ils seront à Marseille dès lundi. Eh oui, parce que ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Et voilà, mais 1 million d'euros, on dit. Après, chacun son ressenti. Chacun un peu panique, là. Marseille, ça panique un peu. À Lyon, c'est pas très serein. C'est pour ça que cette course à l'Europe, elle est vraiment très indécise. Parce que, franchement, c'est Monaco, par exemple, que ça fait quelques semaines, je suis persuadé que, bon... Ils doivent être deuxième haut la main. Ils ont battu Nice haut la main dans le derby. Ça y est, ils sont lancés, ils vont enchaîner. Et puis, ils seront deuxième. Et mérités, parce qu'ils ont le meilleur effectif derrière Paris. Et au final, ça coince à l'extérieur, ça coince à domicile contre Strasbourg. C'est surprenant. Alors ça veut dire que finalement, même si toi t'as pris 2 points sur 5 matchs à un moment donné, t'es toujours là. Et alors pourquoi pas y croire encore un. Voilà. Ouais. Et puisque personne ne veut la prendre, ce deuxième place. Sur le troisième. Ouais, ça peut aller très vite. Et il y a encore des matchs compliqués pour les autres. Marseille, là c'est Brest. Après ça ira aussi à Lille. Ce Lille-Marseille, il va valoir cher. Ouais. Donc à voir. On va se pencher un petit peu plus sur la compo d'équipe des Niçois avec cette question. D'abord, dans le pour-contre, on y va. Laissé sur le banc donc face à Angers, il est rentré qu'à quelques minutes de la fin, Evan Guessant. Il n'a pas fait partie donc des plans de Francaise face aux Angevins. C'est la deuxième fois en quelques matchs que Guessant est sur le banc. Gaëtan Laborde, lui, ne marque pas non plus. Buonanni fait des bonnes performances sur le côté droit. Du coup, cette question, Evan Guessant doit-il être replacé au poste de numéro 9 ? On va démarrer avec toi, Aurélien. Alors, personnellement, je suis contre parce que, tout simplement, je trouve que Guessant, c'est pas un 9 pur. C'est pas un buteur, un renard des surfaces à proprement parler. Quand il a été performant cette saison, Guessant, c'était dans ce rôle un peu de second attaquant côté droit. C'est là où il est le meilleur parce que c'est un joueur qui a besoin d'espace et surtout qui a besoin d'être face au jeu. Donc dans ce positionnement-là, il peut se retourner, se mettre entre les lignes, se retourner, percuter et faire jouer sa puissance. C'est quelque chose qu'il a pu montrer du coup en étant positionné comme ça. Tandis qu'en étant positionné en 9, il va être face à 2 voire 3. Alors contre Paris, ça serait 2, mais sinon si les équipes jouent à 3 derrière, ça sera même 3 défenseurs centraux qui pourront plus le serrer. Il va être utile en point d'appui, mais l'une des qualités de Guessant aussi, c'est la profondeur. Il a fait quelques courses et appels décisifs, il a marqué quelques buts comme ça dans la profondeur. Donc je pense que ce serait, c'est pas contre-productif, mais
il est mieux utilisé dans ce schéma-là comme il est actuellement. Et en plus, il a une bonne relation avec Klose quand il joue côté droit. Je trouve que ça marche plutôt bien. Il y a une bonne entente avec le piston. Donc, je conserverai tel quel. Tu n'es pas tout à fait d'accord, mon cher Will. Non, parce que même si les arguments sont bons, ce n'est plus la vérité du moment. Evan Guessant, oui, il avait montré qu'en second attaquant, partant de loin, il avait cette capacité à casser les lignes balle au pied, à être inarrêtable parfois, à gagner des mètres, à faire monter son bloc. Mais quand il était très frais physiquement, quand il était un peu moins attendu, là aujourd'hui les équipes connaissent toutes Evan Guessant, le marquage est différent, lui il s'est soufflé aussi un petit peu à enchaîner tous ses matchs, le joueur qui a le plus joué, et par rapport au poste d'avant-centre, premièrement c'est Gaëtan Laborde qui aujourd'hui pêche un peu, donc Evan Guessant il avait déjà joué devant sous Farioli l'année dernière et je le trouvais déjà meilleur que Terem Moffi dans le jeu en pivot, dans le jeu de conservation. Il est capable de garder le ballon, de faire remonter le bloc, de jouer en appui, de rappeler en profondeur. Il sait le faire. Et justement, maintenant qu'il est peut-être un peu moins frais et que ça marche pas devant avec Gaëtan, le replacer à ce poste-là, il serait capable de le faire. Marquer des buts, il l'a fait contre Auxerre en étant avant-centre et marqué de la tête. À Angers, il avait marqué doublé. Il était attaquant avec Mohamed Ali Chaud au match aller. Donc il a cette capacité-là. Et sur la dynamique du moment, moi je pense que je préférerais voir Evan Guessant en neuf que continuer avec Gaëtan Laborde. Bon. C'est quoi son meilleur poste pour toi, Evan, aujourd'hui? Sur le côté dans moi, l'axe? je le vois sur un côté. Comme disait Will, il a cette capacité à percuter, à casser les lignes balle au pied. Maintenant, en neuf, il peut nous faire du bien. Quoi qu'il arrive, il va nous amener de la densité athlétique. Après, il y a une question s'il y a Evan, Chaud, Boga. On peut permuter aussi. Je crois que Momo Chaud a joué un peu en cette position d'avancante cette saison. Donc ça reste assez intéressant dans une animation offensive d'avoir des joueurs capables de permuter offensivement. Je vois bien les trois, moi, à Paris, pour amener de la profondeur, de la vitesse, de la percussion. Donc voilà, alors est-ce qu'Evan va commencer en numéro 9 ou sur un côté? Mais je le vois bien titulaire à Paris, oui. Est-ce que vous pouvez changer la compo et mettre ce qu'il vient de dire, s'il vous plaît? Ouais, parce que c'est pas tout à fait ce que tu as dit, on verra ça tout à l'heure. Mais grosse progression, évidemment, Evan, cette saison assez bluffante. Incroyable, oui. Il est arrivé, terrain blessé, il a engrangé plein de confiance. Voilà, c'est sa première saison en tant que titulaire. Et ce qu'il fait, c'est assez énorme. Il nous a fait des matchs, on en parlait tout à l'heure, que ce soit contre Marseille. C'est énorme ce qu'il fait. Il y a encore cette marge de progression, il a beaucoup joué. Donc là, c'est un peu plus difficile en cette fin de saison. Mais quoi qu'il arrive, il a fait. Moi, je le voyais pas à ce niveau. C'est certain. C'est impressionnant ce qu'il réalise cette saison. Et un joueur club. Un joueur formé au club. Voilà, ça c'est la dimension supplémentaire. C'est bien, c'est un super joueur, il a progressé. Mais il a été formé ici, il a la fibre niçoise, il veut réussir pour ce club, il a voulu s'imposer dans ce club, il a refusé de partir à certains moments parce qu'il voulait s'imposer dans son club. Voilà la différence quand tu formes tes joueurs. L'esprit club. Romain, qui t'a convaincu parmi ce débat numéro 9 ou pas pour Guessant? Il est polyvalent, donc c'est pas un gros mot. Il a été bon sur le côté, il peut être bon en tant que numéro 9. Et je pense qu'en fait, il y a un débat aujourd'hui sur sa position parce que Laborde est déficient ces dernières semaines. Sinon, on se poserait même pas la question, on laisserait sur le côté. Et là, de toute façon, il sera sans doute meilleur en neuf que Laborde et meilleur sur le côté que Chaud ou Buonanni ou je sais pas qui le coach a l'ignoré. Donc en fait, peu importe, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue. Ouais, je pense qu'en attaque, c'est le premier joueur que tu dois aligner. Tu peux t'en passer contre Angers, mais difficilement contre le Paris Saint-Germain. Non. Pour moi, il faut qu'il soit titulaire. Il n'y a même pas de question. Après que ce soit en neuf ou sur le côté. Moi, aujourd'hui, je mettrais plus en neuf parce que Laborde est dans le dur et qu'il y a d'autres solutions. La vitesse avec Boga, Chaud, Buonanni qui a fait un match pas trop mal aussi, donc peut-être plus d'options. Puis je pense même que tu le fais pas jouer contre Angers dans l'optique qu'il joue au parc et qu'il soit le plus frais possible au parc. Qui t'a manqué peut-être un peu de rythme aussi? Non, mais tu manques plus de rythme quand tu es à 45 matchs dans la saison. La motivation, le rythme, non. Tu retrouves tout de suite. C'est gens, tu les as. Puis t'as pas le choix, T'as pas le choix. Non, ça, aucune inquiétude. Bon. Peut-être si t'as pas envie sur ce match-là. Je pense qu'ils ont tous envie. La compo probable de Will, on y va.
Ça en jette, hein, t'as vu la nouvelle animation. T'as ta manette. Bravo. Hein. Enfin, un petit FIFA. Alors, oui, Philippe Risoli. Allez, on y va pour cette compo d'équipe de l'OGC Nice. Elle est importante. Hein, Elle est importante, ouais. Donc, Boulka dans les buts, évidemment. Un retour à Bombito, Youssouf, Abdelmonem pour plusieurs raisons. D'abord, Dante absent. Et ensuite, la seule réelle deuxième option qu'il y avait, c'est encore Melvin dans l'axe à 3. Mais quand tu joues le PSG et que tu vas avoir de très fortes adversités dans les couloirs, je pense qu'il vaut mieux densifier avec un Melvin dans le couloir gauche plutôt que Ali Abdi. Donc plutôt cette charnière à 3. Et au milieu, retrouver... avec des pistons... voilà, les pistons close bar et l'association Boudaoui-Rosario. Là, t'as besoin de Rosario pour aller au combat. Oui, et puis il sort quand même d'une très bonne prestation. Buteur, présent dans l'impact. Avec Hicham, ils se connaissent très bien, ils ont de très bons automatismes. Donc c'est la paire du moment. Il y a eu un moment Santa Maria qui marchait bien, il a un petit coup de mou. Bon, maintenant c'est Rosario Boudaoui, la paire idéale du moment. Et devant, voilà, mais c'est là que ça va être un peu plus incertain. T'as mis une petite pièce sur Diop. Ouais, une petite pièce sur Diop dans le sens où il pourrait avoir envie, le coach, de densifier son milieu de terrain, évidemment, face à un milieu à 3 parisiens. Rester seulement avec Boudaoui, Rosario, ça serait s'exposer au milieu. Et Diop est ce joueur capable, dans l'animation, de revenir densifier le milieu de terrain. Et avec Boga, ils ont aussi cette qualité à pouvoir jouer en soutien du numéro 9 et plus recentré que sur les ailes, où les ailes, là, on laissera plus d'espace pour les pistons. C'est le joueur qui... Buonanni peut le faire aussi. Buonanni, c'est peut-être dans l'impact, dans le travail défensif, que dans la concurrence avec Diop, il pourrait être en deçà. Après Diop, c'est un manque de rythme peut-être aussi. Donc c'est un petit pari que tu fais quand même avec c'est une petite Diop, pièce que je lance par rapport au profil, mais va falloir que je rediscute avec Eric après l'émission pour en tous les cas, pour toi, Mohamed Ali Chaud, vu les rentrées qu'il a fait sur les derniers matchs. Alors, c'est un peu plus compliqué. Petite indiscrétion, Mohamed Ali Chaud a passablement agacé son entraîneur contre Angers. Le manque de repli défensif, son manque d'implication dans le travail, ça a vraiment encore énervé Francaise. Vu la faible adversité en plus, il fallait pas en faire des masses. Donc je pense que là, il a encore perdu la capacité d'enchaîner Mohamed Ali Chaud. Voilà, donc pour l'instant, c'est la compo probable, possible de Francaise, mais il l'a dit, hein, de toute façon, le coach de l'OGC Nice, il pourrait y avoir quelques petites surprises dans cette compo. Donc là, c'est ce que nous vous proposons pour le moment, mais ça pourrait évidemment être différent suivant les hommes, le système certainement pas, mais l'animation, il a parlé de l'animation aussi, le coach qui pourrait être différente face au Paris Saint-Germain. On va vous faire gagner des places et on va vous dire des choses très importantes pour l'histoire de Nice Matin et pour l'OGC Nice. On y va. Tout d'abord, le jeu classique, 2 places à gagner pour la rencontre entre l'OGC Nice et le Stade de Reims. Ça sera vendredi prochain du côté de l'Alliance Riviera à 20h45. Et pour cela, il faut pronostiquer le score entre l'OGC Nice et le PSG. Il n'est pas facile à pronostiquer celui-là de match. Aucun n'est facile normalement, mais alors celui-là encore plus. Et pour cela, vous en avez l'habitude, il faut donner le score, le nom des buteurs s'il y en a, et le petit hashtag Gymtonic pour répondre sur nos réseaux sociaux. 2 places à gagner pour Nice-Reims. Et ça sera un match particulier pour Nice Matin, puisque ce sera le match des célébrations des 80 ans de Nice Matin. Vous avez dû voir dans la presse déjà, et dans le journal, on va mettre la petite animation avec donc un challenge exceptionnel. Pourquoi exceptionnel? Parce que plus le stade sera rempli à l'Alliance Riviera, et plus vous gagnerez de cadeaux. Vous, ceux qui assisteront à cette rencontre, il y aura des bons cadeaux, par exemple à partir de
de 20 000 places avec les partenaires Cap 3000, Nice Matin, Coca-Cola. Un tifo géant à partir de 21 000 places. 50%, tiens, ça c'est pas mal. Moins 50% sur la boutique du stade sur les produits Coq Sportif si la barre des 22 000 spectateurs est atteinte. DJ d'un soir à 24 000. VIP d'un jour à 26 000. Des billets pour la saison prochaine à 28 000. Et alors là, moi ça c'est mon cadeau mon cadeau préféré. Si le stade est à guichet fermé, eh bien vous gagnerez un 4x4 Grenadier. Rien que ça. Vous vous rendez compte ? Il faut amener toute la famille là pour essayer de gagner le 4x4 parce que ça c'est quand même un beau cadeau. Il paraît qu'il y a même Jim Ratcliffe dedans. Ouais. Avec une petite poupée livrée de Jim Ratcliffe à l'intérieur où il sera interdit de mettre des petits piquants dedans. C'est pas une poupée vaudou non plus. Non, mais trêve de plaisanterie. Donc voilà, tout cela à gagner. Donc venez nombreux sur ce match des 80 ans de Nice Matin parce qu'il y aura aussi un flocage spécial pour les joueurs qui reprendra les grandes unes de Nice Matin par rapport à l'OGC Nice. Et puis, la cerise sur le gâteau, quand même, nous allons faire Gin Tonic en direct de l'Alliance Riviera avant la rencontre cette fois. Il n'y aura pas de petit Gin Tonic comme ça dans la semaine pour présenter la rencontre face à Reims, mais il y aura un Gin Tonic en direct à partir de 18h30 sur le parvis de l'Alliance Riviera où l'on retrouvera toutes les grandes plumes de Nice Matin qui ont suivi l'OGC Nice. Je pense en particulier à Philippe Camps, bien sûr, Jean Chaussier, Vincent Menichini. On mettra à l'honneur toutes ces plumes-là qui seront là. Will, évidemment, aussi, tu seras là. Moi, une plume. Moi, inscrit bouillard. Moi, je serai au milieu pour les copains, pour mettre en valeur les copains. En tous les cas, Romain, c'est une belle opération que prépare la rédaction de Nice Matin pour ses 80 ans. Oui, c'est une belle opération, mais il y avait 2 anniversaires, les 120 ans de l'OGC Nice, les 80 ans du journal. BSN. BSN, c'est... Ouais, le BSN, c'est 40 ans 2025. 40 ans, c'est un triple anniversaire. C'est vrai, t'as raison. Il ne faut pas l'oublier. Mais bon, en tout cas, sur ce mariage pour ce match-là, et c'est un anniversaire un peu avant l'heure, ce sera en septembre, les 80 ans de Nice Matin. Et donc le but, c'est de faire venir le maximum de personnes au stade. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces cadeaux qui sont à gagner. Et il y aura ce maillot collector, qui, comme tu l'as dit, reprend les petits morceaux de une marquante de Nice Matin consacrés au gym. Voilà, donc une belle avant-match à suivre, évidemment, sur le parvis de l'Alliance Riviera, ça sera du côté du cours 1904. On sera là donc pour présenter un Gym Tonic en direct et après donc venez le plus nombreux possible pour tenter de gagner le 4x4 Grenadier. Il faut qu'il parte ce 4x4, donc ça voudrait dire que le stade est à guichet fermé. Parce qu'en plus, Eric, les Aiglons, ils en ont besoin, là, des supporters, des spectateurs dans cette dernière ligne droite. Bien sûr, il y a quelque chose de beau à aller chercher. Donc oui, bien sûr, on a besoin. C'est toujours plus agréable de jouer dans un stade plein. Donc on compte sur tous les Niçois et Niçoises pour être au rendez-vous vendredi prochain. Voilà, même s'il y a des fêtes face au Paris Saint-Germain, l'OGC Nice sera encore dans le coup. Donc il n'y aura pas de péril en la demeure. Donc on vous attend nombreux et sur le parvis et au stade donc pour venir fêter les 80 ans de Nice Matin et ce partenariat donc avec l'OGC Nice. On termine par le Souviens-toi. Romain, oui, c'est possible d'aller gagner au Parc des Princes quand on est l'OGC Nice. Oui, on va pas se plonger dans des souvenirs trop lointains, c'est juste la saison dernière. Et on parle beaucoup de la série d'invincibilité du PSG. Donc on le sait, le record historique, c'est Nantes, saison 94-95, qui était tombé à Strasbourg lors de la 32e journée. Paris s'en rapproche. Ils sont à deux matchs de passer Nantes. Et ils iront à Strasbourg à la 32e journée. Ouais. Et ils ont envie de rester invaincus toute la saison. C'est le leitmotiv maintenant pour la Ligue 1. L'année dernière, le PSG, on en parlait moins, l'an passé, le PSG, c'était 34 matchs, 22 victoires, 10 nuls et 2 défaites. Alors, il y a une défaite, la dernière en date de Paris en Ligue 1, c'est le 12 mai contre Toulouse. À domicile, ils perdent 3-1. Mais seulement la semaine d'avant, ils se font sortir en Ligue des Champions contre Dortmund. Donc en fait, ils ont joué en claquette ce match. La seule défaite de la saison l'an passé, ils ont vraiment joué le match, c'est contre Nice. C'était le vendredi 15 septembre, c'était une victoire 3-2. Et c'était 2 équipes qui étaient très en forme, donc on le voit, c'était la grosse équipe de Paris. Il y avait Mbappé, Dembélé, Ramos devant. Et ok, la possession, elle a été complètement parisienne, il y a eu 70% de possession, comme à chaque match ou presque, mais il y a eu plus de tirs pour le gym, 14-12.
Et ce match-là, c'est une vraie victoire parce que c'était deux équipes c'était la 6e journée, donc deux équipes invaincues à la 5e journée, après 5 matchs. Et le gym a ouvert le score avec un peu de chance grâce à Mofi sur une frappe contrée. Ça, c'était la 21e minute. Mbappé frappe magnifique, égalise à 28e minute. Donc on se dit, ça y est, le pari est lancé. Il y a un partout à la pause. Et finalement, c'est le gym qui jouera mieux en deuxième mi-temps dans la lignée d'un Mofi extraordinaire. Inarrêtable. Ouais, qui met un doublé et une passe décisive magnifique où il se joue de Danilo. Donc victoire 3-2. Le gym n'avait plus gagné depuis 2009 à Paris. Donc on voit les images de victoire. C'était le début de l'ère Farioli, ça marchait bien. Et William, qui était au match, avait écrit ça dans le journal en parlant de Mofi. Donc 2 buts, une passe décisive. Il avait eu 9. Il a éteint le parc à lui tout seul. C'est vrai qu'il y avait une très belle équipe du gym, mais il y avait un excellent Mofi. Et donc on peut se dire que finalement, s'ils l'ont fait l'an passé, pourquoi pas le reproduire ce vendredi. Certains Parisiens ont cru revoir Georges Weah ce soir-là, jouer Avec sous les couleurs du gym. C'était lui? Ah non, c'est pas lui. Bon, Eric, c'est possible de gagner au parc? Bien sûr, on y croit. Bien sûr, on va là-haut pour ça. Et voilà, comme je disais, c'est super match à jouer. Pourquoi pas? On va essayer de les faire tomber. Ils ont montré, en tous les cas, les Aiglons, la saison dernière, que c'était Et possible. c'est vrai que ça compte, en fait. Quand dans l'inconscient, tu te souviens que tu l'as déjà fait, ça compte. C'est un peu comme l'ADN d'un club, la culture européenne. Si ça, gagner à Paris, tu sais le faire. Puis surtout que c'est tellement récent qu'il y a une majorité des joueurs Qui étaient déjà là, bien et sûr. qui savent très bien comment ça se passe. Donc, Bien sûr. Bon, en tous les cas, on suivra tout cela, évidemment, avec attention. Merci, Eric, d'avoir été avec nous sur le plateau. Merci à vous, c'est toujours Merci, un plaisir. Eric. Bonne fin de Partagez. saison à toi. Tu vas un peu Merci. vadrouiller, là, un petit peu là. Là, oui, ça va m'arriver certainement là, Ah, cette parce qu'on saison. prépare déjà le mercato, là, ça y est. Hein. Ouais, ça fait un moment. Ça fait un moment. Sinon, il sera en retard. Hein, On n'en doute pas. Aurélien, William, Romain, merci beaucoup d'avoir été avec Merci, nous. On se Mika. retrouve donc en direct la semaine prochaine sur le parvis de l'Alliance Riviera, sur le cours 1904 à partir de 18h30 pour un gin tonic spécial 80 ans de Nice Matin. Ça sera donc vendredi avant Nice-Reims. Merci à Sophie Doncé, Philippe Bertini et Nicolas Lecouturier pour la préparation et la réalisation de cette émission. Bonne fin de semaine, bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.